Bonjour les amis, IESCIS. Aujourd'hui, troisième épisode, il y en aura peut-être plus, je ne sais pas encore, sur l'islamophobie. Terme polysémique signifiant soit la critique ou la détestation de l'islam. Je me revendique de cette islamophobie saine, et la stigmatisation raciste d'une partie de la population, nationale ou mondiale, islamophobie délétère. Dans ce troisième épisode, nous verrons les anti-islamophobies systématiques. Je m'attaquerai donc à une certaine gauche, sans pour autant épargner une certaine droite pour des raisons autres. On entend parfois que l'indulgence d'une certaine gauche à l'égard de l'islamisme et la quasi-absence de critique de cette gauche envers l'islam, religion pourtant ultra-réactionnaire, serait due à Jean-Luc Mélenchon, à qui il manquait 400 000 voix en 2002 pour accéder au second tour. Lui qui rêvait de se prendre une branlée contre Macron, voire de faire élire Marine Le Pen, parce que c'est ce qui lui serait arrivé. Cette explication est égocentrique géographiquement. Oui, mes chers compatriotes, le monde ne se limite pas à la France. C'est incroyable, je sais. Et historiquement, l'histoire, figurez-vous, ne se limite pas à la décennie actuelle. Entre autres exemples, la philosophe et activiste féministe américaine Judith Butler, pourtant juive, a qualifié les actes du Hamas le 7 octobre 2023 de résistance armée. Elle sera rejointe par le militant écolo extrémiste suédois Andreas Malm, qui a fait part de sa stupeur et de sa joie suite aux mêmes événements. Ces gens ne pensaient sûrement pas à Mélenchon en disant cela. Gamin, je suis né en 67, comme ça vous savez mon âge, je me souviens d'intellectuels de gauche qui soutenaient les révolutions islamistes, car c'était des révolutions. Mélenchon était alors un illustre inconnu. Au début des années 2000, des féministes et des humanistes avaient attiré l'attention sur le cas d'une Iranienne qu'on devait lapider. La barbarie la plus absolue. Moi, je suis contre la peine de mort. J'aurais juste fait 2 exceptions pour Hitler et Staline si je les avais jugés. Mais je ne les aurais pas lapidés. La femme sera finalement sauvée, je vous rassure. Elle était coupable, avec d'énormes guillemets, d'adultère. Dans les commentaires, ceux qui dénonçaient cette horreur se faisaient traiter d'impérialistes occidentaux donneurs de leçons, de racistes ou de personnes insultant le peuple palestinien. J'ai toujours pas compris le rapport. On avait droit à des phrases du genre « Ah bon, parce qu'en France on ne tue pas les femmes ?» avec rappel du nombre de conjugaux féminicides, notamment la pauvre Marie Trintignant, victime de Bertrand Cantat. Les auteurs de ces messages avaient des patronymes bien français. C'était pas des islamistes. Et c'était pas pour Mélenchon qu'on connaissait à peine. Juste une parenthèse, on ne trouve pas de lapidation dans le Coran, mais sans coup de fouet pour avoir forniqué, ce qui est déjà complètement inhumain pour ce qui ne devrait même pas être considéré comme une faute. En revanche, on en trouve dans la Bible et on en trouverait, j'emploie le conditionnel, dans les hadiths. Il faudrait voir ce qu'en pensent les spécialistes musulmans anti-islam et neutres. La défense de l'islam ou son absence de critique par la gauche aurait de quoi surprendre. Moi, je suis plutôt de gauche. Il y a des gens de droite qui défendent les Lumières contre l'obscurantisme, je le précise. Mais je pense que ça a surtout été un combat progressiste contre le conformisme lié au sacré. Aujourd'hui, les progressistes pourraient s'affoler du poids de l'islam sur la société. Un sondage de l'IFOP indique que 4 jeunes musulmans sur 5 font davantage confiance au Coran qu'à la science, au secours. J'ignore les résultats d'enquêtes similaires dans d'autres pays, mais je crains des résultats identiques. La seule réaction d'une certaine gauche a été « Oh, sondage islamophobe, islamophobie, islamophobie !»
Certes, il est assez rare que l'islam soit défendu en tant que croyance par un non-musulman. Ça reste marginal. Fut une époque où le christianisme était attaqué en tant que croyance, notamment par rapport à Galilée. Aujourd'hui, on l'entend beaucoup moins car on sait que si on s'en prend aux aberrations bibliques, on s'en prend par la même occasion aux aberrations coraniques. Peu de gens vous diront que c'est raciste, mais on voudra éviter de froisser. Du côté d'une certaine droite, c'est l'inverse. L'islam n'est pas trop attaqué en tant que religion, car des critiques trop virulentes toucheraient aussi le christianisme. La plupart du temps, quand une certaine gauche parle d'islam, c'est en tant que religion des quartiers populaires en Occident, que religion des anciens pays colonisés, que religion majoritaire en Palestine ou en tant qu'instrument de lutte communautaire au niveau national ou anti-impérialiste au niveau international. Et si l'on parle de christianisme, c'est en tant que religion majoritaire dans l'horrible, l'indicible Occident, responsable de tous les maux de l'humanité. Pour une certaine droite, l'islam sera la religion de l'étranger et le christianisme la religion culturelle du pays ou du continent. Je pourrais aussi vous parler d'un certain centre, notamment du centre Pas de Vague, qui ne veut surtout avoir d'avis sur rien. Dans cette vidéo, je m'intéresse avant tout à la gauche, en particulier celle qui hurle à l'islamophobie, quitte à renier ses valeurs et à sombrer dans la dissonance cognitive. Les pires d'entre eux voient dans les islamistes des révolutionnaires anticapitalistes. Loin de moi l'idée de défendre mordicus le capitalisme, sauf que l'alternative n'est sûrement pas la charia et la résistance ne viendra pas de l'islam. Si les islamistes s'opposent à ce qu'on appelle l'Occident, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour devenir calife à la place du calife, parce que l'Occident domine encore le monde et qu'ils aimeraient bien dominer à sa place. La deuxième, c'est pour combattre ce qu'on appelle les valeurs occidentales, terme que j'aime moyennement, car pour moi, un grand nombre de ces valeurs devraient être universelles. On va me rétorquer que la démocratie n'est qu'un leurre pour mieux manipuler le peuple. Sans lancer le débat ici, même si aucun système n'est parfait, je préfère vivre en Occident que dans certains pays. Toujours est-il que ces valeurs sont contraires à celles défendues par les islamistes, qui veulent avant tout imposer la charia, c'est-à-dire le niveau zéro de la civilisation humaine. D'un côté, ils sont logiques avec eux-mêmes. Si Dieu existe et qu'il correspond aux descriptions qu'en font la Bible et le Coran, il y a une chance sur 1 milliard, mais supposons. Imaginons. Les droits humains, la démocratie, les droits des femmes, la lutte contre l'esclavage, la défense de l'environnement, c'est vraiment pas sa tasse de thé. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est sa personne. Les humains, du moins ceux à qui il a daigné s'adresser, sont obligés de penser à lui du matin au soir, jusqu'à l'obsession, sinon torture pour l'éternité. Mais si on a tué en son nom, c'est la récompense suprême. Les textes religieux sont ultra haineux. Les islamistes lisent tout simplement les textes et les appliquent, comme on lirait une recette de cuisine. Oui, ils sont logiques avec eux-mêmes, avec leurs croyances. Si certains islamistes ont le mérite de la franchise, d'autres ont compris que ça pouvait les desservir et vont jouer sur le ressentiment d'une partie du monde ou de communautés et sur la culpabilisation des Occidentaux, avec parmi ces derniers des alliés de circonstance. Moi je suis citoyen du monde, on va dire. Attention que ça veut pas dire bisounours. Je sais comment l'humanité fonctionne, hélas. Je veux dire par là que je pense d'abord à la planète, puis aux humains, puis à mon pays, et surtout que je juge les gens individu par individu, indépendamment de la nationalité. C'est plus du tout à la mode de penser comme ça, je sais, mais tant pis, j'assure ma ringardise. En tout cas, si mon pays a fauté, je suis d'accord pour le condamner. Du moins jusqu'à un certain point. Car il est hors de question que l'Occident se retrouve seul dans le box des accusés. J'en ai marre d'entendre colonisation et esclavage au singulier. Les guerres, les colonisations, les esclavages sont vieux comme l'humanité. Et ne me sortez pas les chiffres péremptoires. Le nombre d'esclaves n'est pas relatif à la méchanceté d'un peuple, mais aux besoins en esclaves. C'est un peu cynique de parler comme ça. Je ne cherche en aucun cas à relativiser, encore moins à excuser, mais à analyser une réalité. Sans dresser la liste interminable des pays qui ont du sang sur les mains
ou de la sueur d'esclaves, on peut citer parmi plein d'autres l'Empire ottoman. Mais chut, je fais de l'islamophobie. Pour revenir à nos amis d'une certaine gauche, tous n'admirent pas plus ou moins secrètement les islamistes en lutte contre l'impérialisme occidental. Beaucoup condamnent les islamistes. Le problème est qu'ils les limitent parfois à Daesh. Autant dire qu'ils mettent le curseur très loin sur la droite. Or, tous les partisans de la charia ne sont pas des fanatiques écervelés, assoiffés de batailles, de sang et de suicides kamikazes. On en a qui parlent bien, qui peuvent tenir des discours rassurants, qui sont non violents, mais qui n'en sont pas moins dangereux. Ils agissent discrètement sur les mentalités, les modes vestimentaires, l'alimentation ou les relations des musulmans. Au final, on a des musulmans de plus en plus rigoristes, et c'est inquiétant. Mais chut, je suis islamophobe. On entend aussi qu'il ne faut pas amalgamer islam et islamisme. Voilà un problème délicat. L'islam serait une gentille religion pacifique, à condition de ne pas trop lire le Coran et les hadiths. Et l'islamisme une méchante idéologie. Pardon, mais comme je l'ai entendu dans un film, 3 hommes et un couffin, je crois, la pomme ne tombe jamais loin du pommier. J'en parle longuement dans l'épisode 2 que je vous invite à voir ou à revoir. Le vrai islam dont on rabâche les oreilles ressemble beaucoup plus à l'univers des talibans qu'à un hypothétique islam démocratique des Lumières. Religion des Lumières étant un oxymore, quelle que soit la religion. Une religion est basée sur des croyances, donc sur du non prouvé, ce qui est l'exact contraire des Lumières. Religion démocratique me paraît tout aussi difficile à imaginer, sauf si celle-ci reconnaît qu'il ne s'agit que de croyances. Mais s'il y a un rabbin, un prêtre, un imam ou un moine qui vous hurle toute la journée que c'est LA vérité avec un super V majuscule, comment peut-on être tolérant, surtout si la croyance est jugée sacrée et toute critique comme une insulte à ce sacré? Existe-t-il des musulmans modérés? Oui, je parle de vrais modérés, pas d'hypocrites devant la télé. S'ils croient vraiment que l'islam a été révélé par Allah via l'archange Gabriel à Muhammad, l'homme le plus parfait que le monde n'a jamais connu et ne connaîtra jamais, bon courage. L'islam n'a rien d'une religion modérée. Il faut être sacrément contorsionniste pour le transformer en une religion tolérante, ou ignorer les textes. Ne sélectionner que les rares versets pacifiques, lesquels sont, paraît-il, abrogés. Ou alors il faut considérer que le prophète a pu se tromper, ou qu'il agissait dans le contexte de son époque. Mais dans ce cas, les défenseurs du vrai islam, sans guillemets, vont lui faire remarquer qu'Allah n'a jamais redicté quoi que ce soit, que les textes sont donc définitivement bons. C'est donc obscurantisme, djihad et charia. Par musulman modéré, on entend aussi ce qu'on appelle parfois le musulman couscous, qui se moque des textes, qui ne cherche surtout pas à les appliquer à la lettre, mais pour qui l'islam fait partie de sa culture. Musulman qui ne demande qu'à vivre en paix et dans un pays démocratique de préférence. Une certaine gauche avec de bons principes antiracistes et une certaine droite avec des idées xénophobes ont la fâcheuse tendance à assigner ces gens-là à leur religion, ce qui est un jeu dangereux qui ne profitera qu'aux islamistes. Peut-être que je joue moi aussi un jeu dangereux, en critiquant sans nuance les religions. Mais désolé, j'ai beau être tolérant, je n'arrive pas à voir autre chose que des délires de gourous mythomanes et mégalos. Pour moi, les religions ne sont que des supercheries et des drogues. Ce sont des sectes qui ont bien marché et dont la plupart ont des valeurs délétères. Je développerai une autre fois. Pour revenir au sujet principal, quand un attentat islamiste était commis, les articles et vidéos d'une certaine gauche se divisaient en 3 parties. 1. Condamner l'attentat, très bien. 2. Pas d'amalgame, et je suis d'accord, pas d'amalgame. 3. Dénoncer les récupérations politiques d'une certaine droite, je suis toujours d'accord. Le problème est que bien souvent la partie 3 dépassait largement les 90% du texte. J'en parle au passé car le 100% est désormais atteint.
Que dit le média d'extrême gauche Blast sur l'assassinat de Samuel Paty? D'accord, cette tragédie a eu lieu quelques mois avant la création du média. Mais il y a eu des commémorations. La seule chose que j'ai trouvée est un article intitulé « Qui a peur du grand méchant racisé ?» Blast a eu heureusement l'occasion de se rattraper avec le pauvre Dominique Bernard. Sauf que la seule chose qu'on y apprend est qu'un gamin de 10 ans, qui n'avait pas respecté la minute de silence et tenu des propos choquants, a été placé 3 heures en garde à vue chez les gendarmes. Oui, c'est nul de mettre un gamin en garde à vue. Mais tuer un professeur, c'est peut-être nul aussi. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Et d'ailleurs Blast non plus n'en dira rien. Encore que tout cela, c'est encore le passé, le bon vieux temps. Aujourd'hui, après un attentat islamiste, on a droit à un article ou une vidéo en 0 partie. L'événement est tout bonnement ignoré. Clément Viktorovitch nous a sorti une vidéo sur l'antisémitisme et le RN. Très bien, je déteste le RN. LFI ne serait pas antisémite, car d'après un graphique illisible, ses électeurs le sont moins. Et les propos limite, je suis gentil de Rima Hassan sur le Hamas ou sur les élus qui doivent nous ressembler à elle. Circuler, il n'y a rien à voir. Rien à voir non plus sur les massacres antisémites de décembre 2025 à Sydney. Mediapart, que je critique par ailleurs, en a parlé, mais sauf erreur de ma part, ni Blast ni Clément Viktorovitch. Si j'ai mal cherché, pardon. Mais peut-être que ce jour-là, ils avaient piscine. Ah, si les Kalash avaient été tenus par des militants d'extrême droite, on en aurait eu des articles et des vidéos. Dis-moi qui t'a tué, je verrai si tu es à plaindre ou non. Blast, qui a pourtant 2 féministes célèbres dans son équipe, ne parle pas beaucoup non plus, voire pas du tout, de pratiques barbares comme l'excision. L'islam ne serait pas directement concerné si mes recherches sont correctes. Ça concerne surtout l'Afrique, indépendamment de la religion. Mais c'est pas en Occident le seul grand méchant de la planète, le reste du monde étant composé d'adorables victimes incapables de faire le moindre mal. Alors c'est normal qu'on n'en parle pas. Les droits des femmes, c'est uniquement un combat à mener en Occident. Non aux droits des femmes dans le reste du monde, ce serait du racisme. J'exagère un peu à propos de Blast. On a par exemple une vidéo de cette chaîne sur l'Iran et contre le régime des mollahs. Est-ce qu'il se donne le droit de faire des exceptions avec le chiisme? Possible. Maintenant, attention Blast, parce qu'on commence par soutenir le combat des femmes iraniennes et on poursuit en critiquant les régimes islamistes, puis le Coran, l'islam, et on semble dans la grande horreur de toute l'histoire de l'humanité, à savoir l'islamophobie. Maintenant, comment réagit une certaine gauche lorsqu'un pauvre musulman, par exemple en prière dans une mosquée, est tué par un raciste? Si nous reprenons nos 3 parties, nous avons 1, condamnation, jusque-là c'est normal, mais ô surprise, le 2 est inversé. Cette fois, on fait des amalgames. L'islamophobie tue. Quant à la partie 3, elle a disparu des radars. Bah oui, on ne va pas faire de l'autocritique. Je reviens sur la fameuse phrase qu'on a lue dans les manifs et hashtags « L'islamophobie tue ». Déjà, c'est faire fi du caractère polysémique du terme. Maintenant, la musulmanophobie ou l'hostilité quasi systématique envers les musulmans conduit-elle à des actes meurtriers? Est-ce que ça commence par des mots et ça finit par des coups de couteau? Grand débat sur le pouvoir des mots. On fait parfois référence à la sinistrement célèbre radio des 1000 collines, au Rwanda, qui appelait au massacre des Tutsis. À la même époque, des massacres se déroulaient dans l'ex-Yougoslavie. Et 60 ans plus tôt, en Allemagne, on écoutait la radio du Troisième Reich où on lisait Mein Kampf. Mais ce sont ici des appels à l'ultra-haine et surtout des appels au meurtre. Peut-on pour autant accuser des propos critiquables, voire racistes, d'aboutir à des assassinats? Théorie de la pente glissante. Des pentes glissantes existent, mais je n'aime pas quand c'est présenté comme une conséquence inévitable. Je connais des gens racistes, hélas, sauf qu'ils n'ont l'intention de tuer personne. Il faut éviter d'employer le mot tuer qui est un acte extrême.
Moi-même, je ne dis pas la religion tue, car ce serait injuste pour la majorité des croyants. Le risque est qu'on se laisse vite emporter par des limites à la liberté d'expression au nom du respect d'autrui. Peut-on critiquer le capitalisme? Non, car on risque sinon de finir comme Pol Pot. On ne critique pas non plus la gauche, si on veut éviter de voir ressusciter Mussolini. Et bien sûr, on ne critique pas l'islam. Je tiens d'ailleurs à faire une marche arrière personnelle. Oui, pardon, Dieu retient le ciel de tomber sur la terre par Allah. Et oui, il faut battre les femmes qui désobéissent à leur mari. C'est que j'ai trop peur d'être amalgamé aux assassins des mosquées, moi. Pour revenir à l'emploi du mot tuer, pourquoi pas, mais précédé du verbe pouvoir, dans le sens de possible, suivi de la verbe parfois, ou d'un complément circonstanciel. Oui, je sais, sur les pancartes d'une manif, c'est pas trop percutant de faire une longue phrase. La vérité est souvent mise KO par des slogans de 2 ou 3 mots simplistes et manichéens. Théorie de la pente glissante et théorie du complot. On parle parfois de racisme systémique, voire de racisme d'État, laissant entendre que le gouvernement, aussi critiquable soit-il, serait responsable indirectement de ces violences. Amalgame également avec l'extrême droite. L'extrême droite, la droite nationaliste, voire raciste, est à combattre. Sauf que j'en ai marre d'entendre ce qualificatif pour des citoyens qui s'inquiètent à juste titre d'un islam de plus en plus communautariste, rigoriste, voire intégriste. Et non, je le répète, l'intégrisme ne se limite pas à Daesh. En tout cas, les extrêmes droites disent merci à une certaine gauche. L'extrême droite musulmane dit merci la gauche de nous faire passer pour des victimes. L'extrême droite occidentale dit merci la gauche de faire croire qu'il n'y a que nous qui parlons des problèmes de l'islamisme. Et dans les deux cas, merci de nous épargner de la salive et de faire une partie de notre boulot de propagande. Merci à cette gauche qui adore marquer contre son camp. Alors, parmi les innombrables vidéos qui dénoncent l'islamophobie, j'en ai retenu quelques-unes. La Fabrique du Progrès de Stéphane, ex-fou allié, a mis en ligne LFI interdit la critique de l'islam, parenthèse non. Il commence par nous dire qu'il soutient les apostats de l'islam et que les pressions qu'ils subissent sont inacceptables en France. Ah, j'imagine que cette dernière précision était un réflexe. J'ose espérer qu'il condamne les pays islamistes où la peine de mort est requise. Il nous dit qu'on a le droit de critiquer l'islam. Encore heureux, on est en démocratie. Toujours est-il que dans la proposition de résolution des députés LFI, on trouve la notion de stéréotype négatif sur l'islam. Stéréotype est le plus souvent un terme péjoratif. Mais moi j'ai une opinion très négative de l'islam. Des religions en général, mais surtout de l'islam. Quel juge pourrait alors distinguer une critique, droit démocratique, d'un stéréotype qui serait alors une infraction et sur quelle base? Notre fabricant de progrès nous donne l'exemple de quelqu'un qui dirait « le judaïsme est une religion de radins ». Sauf qu'ici, on s'en prend directement aux juifs, donc à des individus qu'on traite alors de radins. Mais si je dis que le judaïsme est une religion abrahamique, donc arrogante et suprémaciste, dont les textes sont violents et les lois coercitives, je ne me considère pas antisémite. D'un autre auteur, je suis tombé sur ce top 11 des pays islamophobes. En premier, c'est Myanmar et son horrible dictature militaire méritée. La France est 10e car elle n'aime pas les voiles intégraux. On a aussi quelques surprises comme la Slovaquie et le Bhoutan. Dans ces deux pays, il y a très peu de musulmans et il n'y a aucune mosquée. Un scandale. Ce n'est pas aux États de construire des mosquées, surtout pour 0,1% de la population. Si les fidèles en veulent une, ils se la construisent à leurs frais ou à ceux d'un milliardaire saoudien. Au Bhoutan, on ne trouve pas de nourriture halal. Arrêtez, on va pleurer. Au Japon, numéro 3 du classement, où il y a très peu de musulmans, les restos n'en proposent pas non plus,
C'est normal, ils vont pas acheter de la viande halal, qu'il va sûrement falloir jeter à cause de la date de péremption, pour faire plaisir à un éventuel client musulman une fois par mois. Si les musulmans ne sont pas contents, ils peuvent soit rester chez eux, soit manger du poisson, les restos nippons doivent en avoir, soit demander un menu végé, soit consommer du haram et prendre le risque de finir torturé en enfer pour l'éternité par Allah qui ne supporte pas la consommation de viande d'un animal étourdi avant d'être abattu, au lieu d'être égorgé conscient, la tête tournée vers la Mecque. Dans cette vidéo, on voit surtout plein de tenues bien rigoristes dès que le mot islam est prononcé. Je parle un peu plus loin des voiles islamiques. Un petit mot sur Ouria Boutelja qui espère qu'on continuera à harceler les jeunes musulmans pour leur faire tirer la langue et vérifier qu'ils ont bien respecté le ramadan. François Bégodeau a dit d'elle, j'ai oublié où, faut me faire confiance, qu'elle faisait trembler le bourgeois. Le bourgeois, je sais pas, mais ceux qui défendent la liberté individuelle de faire ou pas le ramadan, oui, certainement. Oui, j'ai conscience que c'est raciste de défendre les droits de l'être humain et pas le droit des religions à imposer leur dictature. J'ai honte quand je me regarde dans le miroir, mais c'est plus fort que moi. Un petit détour chez nos amis chrétiens. Parce que oui, les actes antichrétiens sont en hausse. Charlotte Dornelas n'est pas ma journaliste préférée, mais elle peut donner des infos utiles, et vu sa tronche, ça a l'air grave. La suite, si vous êtes sensible, bouchez-vous les oreilles. Christine Kelly évoque d'abord les incendies d'église. Oui, c'est vrai, on déplore 8 incendies criminels ou tentatives en 2024. C'est surtout la suite qui est terrible. Figurez-vous que dans les Landes, des satanistes amateurs de messe noire ont volé des hosties, notamment des hosties consacrées. Oh, quelle horreur! Dans le même état d'esprit, on a le rapport du CCIE, Collectif contre l'islamophobie en Europe. Le gouvernement français aurait recensé 173 actes islamophobes en 2024, alors que le CCIE en a recensé 1037, soit le triple. Tu l'as acheté où ta calculette? La mienne indique presque 6, mais elle doit être islamophobe. C'est un détail. En tout cas, la France compte 69 millions d'habitants. Si on retire les très jeunes, les très âgés et les musulmans, on a au pif, j'ai pas vérifié, un Français sur 40 000 à peu près coupable d'actes islamophobes. Sûrement moins car un coupable agit souvent plusieurs fois. Ensuite, on a des camemberts assez incompréhensibles. Celui-là pour commencer, donc les agressions, toujours trop nombreuses certes, ne concernent en fait qu'un Français sur 1 million. Et c'est tout le nombre d'injures? J'imagine que ça correspond aux plaintes. Tout le monde est insulté plusieurs fois dans sa vie. Simplement, je ne vais pas aller au commissariat parce qu'un Anglais m'a traité de fils de la plage. Passons au camembert suivant. Il n'y a que 111 propos sur Internet. Et le reste, j'y comprends rien. Il n'y a aucune mère accompagnatrice portant un foulard et agressée verbalement. Sinon, on a ce 80%, 80,03, c'est très précis, des mesures politiques et gouvernementales dans le total des actes islamophobes. Donc, les agressions physiques, les agressions verbales, les propos sur Internet, les diffamations, ce sont des mesures gouvernementales. Poursuivons nos vidéastes anti-islamophobie avec notre ami Usul. Cet incontournable mériterait une vidéo à part entière. Pardon si je n'ai pas sélectionné une vidéo en particulier, j'ai eu la flemme de tout réécouter. Et pardon si mes propos sont erronés, il va falloir une fois encore faire confiance à ma mémoire. Je l'ai entendu, ça devait être sur la chaîne à gauche, évoquer les athées fachos. Oui, il y a des fachos chez les athées et des athées chez les fachos. L'athéisme n'étant pas une opinion politique, on en trouve de l'extrême gauche à l'extrême droite,
en passant par le centre et les abstentionnistes. Autrefois, quand je disais que j'étais athée, on me traitait de bolchevique. Aujourd'hui, on me traite de facho. Les temps changent. Pas moi. J'imaginais quand même pas me faire un jour insulter par la gauche et accusé de racisme. Dans un des multiples épisodes d'Ouvrez les guillemets ou d'Ouvrez l'Élysée, qui passait sur Mediapart, que je n'ai pas retrouvé, il s'en prend à la laïcité. Oui, on peut dénoncer l'utilisation hypocrite de la laïcité par une certaine droite. Sauf qu'il s'en prenait à Anne Hidalgo. Elle est facho ? Il est vrai que pour notre ami Usul, tout ce qui se trouve à sa droite, c'est-à-dire 99% de la population, appartient à la fachosphère. Passons au voile islamique. Je dirais deux choses. La première est que je suis moyennement fan des interdictions, sauf peut-être pour les voiles intégraux, qui sont des prisons ambulantes, et pour le voilement des fillettes. Mais d'une manière générale, je respecte la liberté individuelle. La deuxième, la plus importante, c'est que je ne vais pas me mettre en quatre pour défendre ces femmes-là. Si elles sont mal aimées, elles assument leur prosélytisme. Moi, je n'ai pas de t-shirt avec marqué « Dieu n'existe pas ». Si j'en avais un, que je sortais avec et que je sentais des regards hostiles ou entendais des remarques, je devrais assumer. Et si j'allais bosser avec, on me demanderait d'aller me changer par devoir de neutralité et ce serait normal. Alors oui, on pourrait imaginer une société ultra diversifiée. En sortant en ville, on pourrait croiser des femmes en burqa, des nudistes, des gens habillés comme les chevaliers du Moyen-Âge, des gens en uniforme du Troisième Reich, et d'autres en habits classiques, on va dire, pour le XXIe siècle. En dehors de ces derniers, les autres tenues n'ont rien de neutre. Elles font passer un message religieux, philosophique ou politique et provoquent des réactions. Le voile islamique, ou pire, les niqabs, burqas, font passer les messages suivants. Nous sommes musulmanes, nous désirons le montrer à tout le monde, nous mélanger le moins possible avec les non-musulmans et sommes, sauf exception, des musulmanes rigoristes, voire intégristes, partisanes des régimes théocratiques. J'ai vu des vidéos qui, sur ce sujet, nous rappellent la loi de 1905 sur la laïcité en France. C'est très intéressant, je soutiens la laïcité, mais comme je l'ai dit dans l'épisode 2, ce problème est international. Je m'en doute qu'en 1905 on se moquait des voiles islamiques, que la loi a été pensée par rapport au catholicisme et pas par rapport à l'islam. On peut s'interroger sur le devoir de neutralité de chaque individu. En fait, pas plus qu'un autocollant avec marqué « Je vote machin bidule », en dehors des manifs et des meetings. Le voile islamique est avant tout le symptôme d'une maladie grave mondiale qui s'appelle l'islamisme. J'ai entendu plusieurs fois, je sais plus où, excusez-moi, des féministes comparer les voiles islamiques au croc-top et se plaindre que les hommes voudraient contrôler l'habillement des femmes. Pour commencer, les tops machin bidule et les polémiques sans le moindre intérêt qui vont avec n'ont rien de religieux, ni même de politique, et je ne connais aucune femme qui en porte quand il fait -1 l'hiver. En revanche, j'ai vu des femmes porter des tenues hyper voilées, en pleine canicule et avec des gants. Ensuite, je connais des femmes qui détestent les voiles islamiques, et elles ne sont pas toutes lesbiennes. Moi, si je vois un juif en papillote, un curé en soutane, ou un musulman en djellaba, j'ai mauvaise opinion. Je ne suis pas gay, ce n'est pas pour contrôler l'habillement des hommes. Il y a des pays islamistes où les féministes se battent contre ces vêtements ultra-sexistes. Alors entendre des féministes occidentales en faire le symbole des luttes intersectionnelles, ça me gonfle. Je me souviens de 2 collègues voilés, dans 2 entreprises différentes, donc qui ne se connaissaient pas. Elles disaient « vous » aux collègues du même grade, et ne s'adressaient à un homme non musulman que si c'était strictement obligatoire. Les 2 entreprises n'en ont plus jamais embauché. Attention, je n'encourage pas la discrimination à l'embauche. Mais si lors d'un entretien, vous avez une personne peu souriante, qui ne dit pas bonjour,
qui soit fuit les regards, soit voûtoise, ça ne donne pas envie de travailler avec. Vous m'excuserez. Les timides aussi ont du mal à passer les entretiens. Les autistes, dont la plupart s'ignorent, les jeunes sans expérience, les seniors ont des difficultés à trouver un boulot. Une personne noire, arabe, asiatique, indienne ou d'Europe de l'Est peut être victime de préjugés racistes. J'ai oublié les individus en surpoids ou avec un physique ingrat. La liste est longue. Pardon si je ne mets pas les femmes voilées en tête de ce que je plains le plus. On n'est pas responsable de la couleur de sa peau, de ses origines, ni de son âge, ni la plupart du temps de son physique, ni de son autisme. Mais on l'est des vêtements qu'on porte, surtout quand ils véhiculent un message clair, fortement hostile. Je le répète, je n'encourage pas les discriminations et je ne doute pas que vous connaissez une femme voilée super joviale, mais c'est loin d'être la majorité. Philoxime, un prof de philo belge, je crois qu'il est prof, nous a sorti la vidéo suivante. Pourquoi tout le monde dit n'importe quoi sur le voile ? Grande question, c'est-il inclus dans tout le monde ? Je précise que je n'ai aucune dent contre ce youtubeur qui propose aussi du contenu intéressant. Moi, j'adore la philo. Il a un côté militant, c'est son droit. Simplement, je suis souvent, pas toujours, en désaccord avec sa vision. Il parle longuement de la loi sur la laïcité, sur la déclaration des droits humains ou sur le règlement du CIO. Je me répète, la loi n'est pas là pour tout résoudre, mais pour permettre le vivre ensemble. Les débats philosophiques dépassent la loi. Et d'ailleurs, j'attendais surtout une analyse philosophique, plus qu'un cours de droit. Toujours est-il qu'à la minute 7, pour illustrer la douceur du foyer, apparaît cette horreur d'une musulmane priant derrière son gamin. Derrière son gamin. Et après, on va s'étonner qu'il tienne des discours sexistes. Plus le Coran qui lui expliquera que la femme est inférieure. Et on va lui demander de respecter sa professeure, une mécréante qui plus est. Philoxime, qui dénonce, et il a raison, le sexisme par ailleurs, devrait être scandalisé. On parle du voile et on ne donne pas la parole aux intéressés. Il me semble qu'elles ont la parole, mais admettons. On a aussi le droit d'en parler sans elles. On critique bien le gouvernement et la plupart du temps, aucun représentant n'est présent. Philoxime fait des vidéos sur Elon Musk sans l'avoir invité. Et moi, je parle de Dieu sans laisser la parole à l'intéressé. Et c'est pas faute d'avoir essayé de l'inviter. Dans une autre vidéo, Philoxime nous explique le fonctionnement du cordon sanitaire en Wallonie, qui consiste pour un journaliste à n'inviter personne d'extrême droite à venir s'exprimer, alors qu'on a le droit de parler de ces personnes. Mais ça ne marche visiblement pas avec l'extrême droite musulmane. Ceci dit, on peut aussi écouter les intéressés qui portent un voile. Et là, quel suspense insoutenable! Que vont-elles dire? En plus, elles sont dans la même pièce, elles s'influencent donc les unes les autres. Sans surprise, c'est un mélange de ouin et de mépris envers les gens idiots et très méchants qui ne les aiment pas. Est-ce qu'elles parlent toutes librement? Dommage, j'aurais aussi voulu entendre des témoignages d'anciennes musulmanes voilées, d'apostates ou du musulmane anti-voile, et pas simplement Zemmour qui passe en boucle pour représenter les Antilles. Pardon, on a aussi Mélenchon à l'époque où il défendait en super tribun la laïcité avant de prendre un virage à 180 degrés. La liberté de conscience. Et Philoxime de nous faire la comparaison avec le véganisme et les objecteurs. Moi, je ne suis pas végane, mais je peux comprendre. Ce que je comprends moins, c'est le silence de certains véganes, pas tous, loin de là, sur la viande halal. Quant à la comparaison avec les objecteurs de conscience, ça me met hors de moi. Il s'agit pour un soldat mobilisé de hurler que non, cette guerre est inutile, je ne veux ni mourir, ni finir estropié, ni tuer un autre soldat, encore moins des civils, pour la gloire d'un président mégalo qui joue avec la vie humaine comme on joue aux échecs.
Rien à voir avec la conscience de celle qui s'imagine un Allah qui déteste les cheveux des femmes. Il termine la vidéo avec des sportifs voilés médaillés au JO. J'ai la désagréable impression que ça lui fait plaisir. Moi, j'ai une pensée pour Jess Owens, qui en 1936 avait nargué les théories raciales d'Adolphe. Quelques 80 ans plus tard, des sportives voilées narguent l'horrible, la criminelle, l'indicible laïcité féministe et démocratique. Saluons le voile islamique, symbole de la lutte antiraciste, de la musulmane émancipée, et la burqa tant qu'on y est. Moi, je propose qu'on leur interdise de conduire et de sortir sans la présence d'un chaperon. Là, elles seraient vraiment super méga émancipées. On pourrait même imaginer un monde de rêve. Une humanité qui, du plus petit village des Andes aux grandes mégapoles, serait devenue 100% chariatique. Ce serait certes une dictature théocratique obscurantiste, mais au moins aurait-on mis fin au plus grand fléau de toute l'histoire, à savoir l'islamophobie. Je vais finir avec une vidéo de Mediapart. Normalement, Mediapart est un tantinet moins manichéen que Blast. Je pense notamment à une émission sur Samuel Paty. Là, l'émission s'appelle Français et musulmans, l'exil comme horizon. Pourquoi pas? Parmi les invités est accueillie, avec un très grand sourire, l'ancienne vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pouchtou, pardon si j'écorche le nom, hyper voilée. À la minute 13, elle nous explique qu'elle ne retire jamais son voile pour l'envoi de CV avec photo. Quel geste héroïque, quel bel acte de rébellion contre le système. Quand j'étais petit, c'étaient les hippies, les rebelles. Plus tard, quand je suis rentré au lycée, c'étaient les punks. Aujourd'hui, ce sont les musulmans rigoristes et les femmes voilées. Il paraît qu'il faut vivre avec son temps, mais je m'y fais pas. On a aussi droit au témoignage d'une convertie à l'islam, voilée comme toutes les pauvres victimes, qui habite désormais Boston. Elle se réjouit que son patron lui ait demandé quels étaient ses horaires particuliers lors du ramadan. Oui, c'est une boîte privée, le patron fait ce qu'il veut. Enfin, normalement, c'est pas aux entreprises à s'adapter aux religions, c'est l'inverse. Et s'il y a un croyant au dieu grec, on lui demande à quelles heures il veut prier Zeus et Athéna? Ça m'étonnerait beaucoup. Tu viens boire un café? Non, je fais ma prière. Un tel dialogue serait impensable dans une affreuse France laïque, et donc raciste. Ah, c'est pas dit comme ça, je caricature un peu. Il n'empêche que j'ai déjà entendu, de la part de gens de gauche, que la France avait un problème avec la religion. On parlait bien sûr de l'islam. Que sur CNews ou TV Liberté, on vienne chouiner, comme quoi l'horrible Occident ne respecte plus Dieu et les religions, qu'on a complètement sombré dans la décadence, ok. Mais que des invités de Mediapart, sans que la présentatrice ne fasse la moindre remarque, tiennent ce genre de discours, j'hallucine. Et on se met à vanter les États-Unis. Oui, on peut vanter les États-Unis pour leurs chercheurs et scientifiques. Du moins avant la tornade de Trump. Mais pas pour sa religiosité. Pas quand on est de gauche. Remplacer ces femmes voilées par des cathos tradis, des mormons, des témoins de Jéhovah ou des évangélistes, Mediapart serait outré et dénoncerait aussitôt le côté rétrograde de l'Amérique. Mais avec l'islam, on fait une exception. On doit faire une exception. Lutter contre le racisme est une excellente chose. Sauf que la lutte contre la fameuse islamophobie a complètement retourné la cervelle d'une certaine gauche au point de la rendre réac, au point de faire passer en comparaison la droite pour progressiste. Réveillez-vous. L'islam n'est qu'une religion. Une religion n'est qu'une croyance. Une croyance, c'est que dalle. Ce sont des délires de gourous d'il y a 3200, 2000 ou 1400 ans. On a bien sûr le droit de croire, même si je trouve ça ridicule et puéril.
Le problème, c'est qu'une religion a aussi ses règles, souvent très coercitives. La religion peut aussi servir d'arme politique, surtout si elle est expansionniste. L'islam est dangereux, plus dangereux que les autres religions déjà délétères en plein XXIe siècle, censé être un siècle de progrès, même si ce n'est évidemment pas le seul danger pour l'humanité. J'ai dit islam, pas simplement islamisme. En revanche, j'évite de m'en prendre à tous les musulmans, à les stigmatiser ou à leur faire la leçon. Je peux m'en prendre à des individus précis, pas à n'importe qui. C'est un long combat débuté il y a plusieurs siècles, celui des Lumières contre l'obscurantisme, de la logique scientifique contre l'irrationnel, des droits de l'humain contre la dictature d'un Dieu hypothétique et contre ses représentants théocratiques. Des victoires capitales ont été remportées contre le christianisme. Il ne faut pas baisser les bras devant aucune religion et surtout pas devant l'islam au nom de l'antiracisme. La gauche, féministe notamment, devrait être vent debout contre toutes les religions, en particulier celle-ci. Faire des concessions, nous montrer indulgents, s'abstenir de toute critique ne nous protégera pas de l'islamisme, bien au contraire. Plus nous céderons, plus ils exigeront, plus ils nous étoufferont. Ces gens-là nous méprisent, nous sommes des koufars, ils méprisent déjà les musulmans insuffisamment bigots. Quant aux musulmans, il serait bien, sans les commander, qui sont assez grands, que la plupart prennent leur distance avec la religion. C'est ce que je leur souhaite. Je pense que beaucoup de juifs et de chrétiens l'ont fait avant eux et se portent beaucoup mieux que ceux qui sont restés enlisés dans des croyances aussi absurdes que puériles et des règles coercitives, voire du lavage de cerveau dès l'enfance. Mais il faut avoir le courage, je sais que c'est parfois difficile ou non souhaitable dans certains contextes, de critiquer et de critiquer encore la religion, notamment sur Internet où c'est plus simple que dans la vie réelle. En tout cas, la faiblesse, surtout envers ceux qui nous méprisent et veulent nous marcher sur les pieds, est toujours à bannir, même au nom de causes nobles comme l'antiracisme. Voilà, en espérant une évolution positive des mentalités. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.